Albion, c'est un mot d'origine celte. C'est le mot qui était utilisé pour désigner les terres qui sont aujourd'hui l'Angleterre. Plus tard sont arrivés les Romains, et comme les mots Albion et Alba, qui veut dire blanche en latin, sont des mots similaires, ils ont continué à appeler ces terres Albion, dû à la couleur des grandes falaises qui reçoivent à ceux qui arrivent à ce pays par voie maritime. Plus tard est arrivé Napoléon, qui n'a pas pu conquérir l'Angleterre, pays avec lequel il a eu tant de difficultés, qu'il n'a pas pu conquérir, nous le savons, à cause de l'insularité de ce pays. Lui, il a ajouté l'adjectif perfide. Depuis les Français, qui ont toujours eu une relation de haine et amour avec ce pays, l'on appelait la perfide Albion pour l'injurier. Napoléon a réussi à conquérir presque toute l'Europe. N'oublions pas qu'il est arrivé jusqu'à Moscou, d'où il a dû s'enfuir parce que les moscovites ont préféré réduire leur ville en cendres que la rendre à l'envahisseur français. Si quelque chose n'a pas pu conquérir Napoléon, c'est justement l'Angleterre. Et c'était parce que, à son point le plus étroit, la Manche qui sépare les deux nations fait 33 km de long. 33 infranchissables kilomètres qui à l'époque ne pouvaient être parcourus que par la mer. Déjà en 1801, Napoléon a essayé de voir si un tunnel pouvait être fait pour attendre l'Angleterre à travers lui. L'idée a été reprise en 1870 lorsque la reine Victoria régna en Angleterre et l'empereur Napoléon III en France. Avec la chute du Deuxième Empire français, l'idée est revenue dans un tiroir. Lorsque la Grande-Bretagne est rentrée dans les marchés communs, d'où elle est répartie, l'augmentation des échanges des biens et des personnes a accéléré l'idée d'établir une connexion qui ne se fasse ni par bateau ni par avion. À l'époque, je parle de l'année 1985, gouvernait en Grande-Bretagne la célèbre Dame de Fer, Margaret Thatcher, et en France, le président socialiste François Mitterrand. Deux personnages très différents, mais alliés à bien des égards. L'une prônait une économie de marché et l'autre une économie plus sociale. Ils étaient tous les deux d'accord sur un point. Si quelque chose était construit qui unirait les deux pays par voiture ou par train, il devrait être fait avec de l'argent privé. Aucun des deux gouvernements ne contribuerait avec un seul sou à la construction. Après de nombreuses études, 4 projets ont été présentés. L'un d'eux était un pont qui, pour sa construction, aurait besoin des piliers de la taille de la tour Eiffel. Ce projet a été abandonné car dans ce canal, de fréquentes tempêtes et des vents de brouillard auraient rendu la circulation difficile. C'était le projet préféré de Madame Thatcher. De son côté, M. Mitterrand souhaitait un projet mixte. La moitié du tracé serait un pont. Au milieu du canal, une île, avec des centres commerciaux hors taxes, des hôtels et même une marina serait créée. Et à partir de là, continuer avec un tunnel souterrain. Comme l'île aurait dû être construite dans les sources internationales, l'accord de pas moins de 50 pays était nécessaire. Et cela aurait retardé le projet de nombreuses années. Enfin, le projet retenu était l'Eurotunnel, qui prévoyait de réaliser un tunnel pour un train qui relierait les deux pays, de Coquelles en France à Folkestone en Angleterre, et ce, à une profondeur de 100 mètres sous le niveau de la mer. Dans une zone géologique avec une bonne roche qui permettrait les travaux,
et la durabilité du projet. On parle d'un tunnel sous la Manche, mais il y a vraiment 3 tunnels. Celui du côté sud est celui qui va dans la direction Grande-Bretagne-France. Celui du côté nord est pour l'itinéraire opposé, de la France vers la Grande-Bretagne. Et au centre, un tunnel de service plus petit, où les voyageurs peuvent se réfugier en cas d'accident. Tous les 875 mètres, il y a des portes qui relient les tunnels de circulation ferroviaire au tunnel de service. Les calculs d'ingénierie devaient être importants en raison de la différence des pressions générées par les grands courants d'air à l'intérieur de ces tunnels. Ceci sans compter la pression générée par les trains circulant dans les tunnels. Car il faut dire que les trains qui ont été choisis pour effectuer ce déplacement sont des trains à grande vitesse. Les trains de voyageurs voyagent pendant la journée et les trains de marchandises voyagent la nuit. Les gros camions à double remorque et les voitures de tourisme peuvent également rentrer dans des wagons spéciaux qui les transportent d'un pays à l'autre. La construction a coûté plus de 13 milliards d'euros. Il a fallu 7 ans pour son achèvement et les étoiles étaient les tunneliers qui ont percé les entrailles de la terre pour créer les tunnels. Ces tunneliers ont reçu des noms féminins. À la fin des travaux, l'un de eux, celui qui venait du côté français, a été enterré en raison de l'impossibilité de l'enlever. Ces tunneliers ont été fabriqués aux États-Unis et au Japon spécialement pour ces travaux, considérés comme le plus grand chantier du XXe siècle. Les autres ont été utilisés comme ferraille. L'un est exposé dans une rotonde en Angleterre en souvenir de l'exploit. Et un seul d'entre eux a pu être réutilisé. Chacun de ces tunneliers a coûté 15 millions de dollars. Une fois les travaux de forage terminés, au cours desquels des milliers d'Anglais et des Français travaillaient en 3 équipes quotidiennes, ce fut au tour des techniciens spécialisés d'installer les voies ferrées et l'ensemble du système de sécurité, de protection et de communication. En 1994, c'est à la reine Elisabeth II et au président François Mitterrand d'inaugurer une œuvre si importante. La construction étant réalisée avec des fonds privés, le consortium qui a été créé pour elle, Eurotunnel, a fait appel aux banques qui, à leur tour, ont contacté leurs clients pour les vendre des parts de cette société. En raison de ces énormes retards dus aux inévitables imprévus d'un travail de cette nature, le prix des actions ne faisait que baisser, et de nombreux petits épargnants voyaient comment l'argent qu'ils avaient investi était réduit. Mais au fil des années, l'Eurotunnel est devenu un projet rentable qui permet le passage de 13 millions de passagers par an en train et plus d'1,5 million de camions de cargaison. Eurotunnel permet la liaison entre Paris et Londres en seulement 2 heures et 20 minutes. Sortant de la gare du Nord à Paris et arrivant à la gare Saint-Pancras à Londres permet un gain de temps indéniable compte tenu du fait que l'on quitte le centre-ville d'une ville pour rejoindre le centre-ville de l'autre, en évitant les embouteillages pour rejoindre les aéroports et les incontournables heures d'attente pour un vol, ou d'arriver au port pour prendre un ferry. Grâce au réseau européen des trains à grande vitesse, Londres est aujourd'hui non seulement reliée à Paris par le tunnel sous la Manche, mais il existe également des liaisons directes vers Bruxelles et Amsterdam, entre autres. Le jour où les équipes françaises et britanniques se sont rencontrées au milieu du tunnel, chacun feront de son côté, à 100 mètres sous le niveau de la mer, le journal anglais The Times a publié, en affichant le plus pur humeur britannique, « L'Europe n'est plus isolée ».
C'est ainsi que j'ai fini mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup le temps que vous dédiez à mon travail. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.